Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Pour les viols, les violences sexuelles avant 18 ans, c'est quand même 81% des violences sexuelles qui sont subies avant 18 ans, donc c'est quand même pas rien. Et c'est subi dans 94% des cas par des personnes proches. L'invité de la semaine est Assia Batili. Infirmière et écrivaine, Assia est aussi sensibilisatrice aux violences sexuelles, touchée par le constat que chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont victimes de viols. Dans cette discussion, Assia nous aide à mieux comprendre ce sujet tabou et les difficultés auxquelles font face les victimes. Elle nous donne aussi des moyens de prévenir ces actes dans notre entourage et d'offrir de l'aide aux concernés. Je ne sais pas si je me rendais compte avant de commencer à sensibiliser ou quoi, mais à un moment donné, à chaque fois que je sensibilisais, je recevais des témoignages de personnes qui me disaient moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et du coup, ça m'a frappée. Et très vite, en fait, entre guillemets, je me suis conditionnée à me dire, à ça, quoi qu'il arrive, dans toutes tes interventions, tu auras des témoignages de victimes, c'est sûr, hein, certain. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Assia. Alaykoum salam, Abdelrahman. Comment vas-tu? Ça va, je t'en remercie. Et toi-même? Ça va très bien. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast. Merci à toi de m'avoir invité, surtout. Je t'en prie. Écoute, Assia, aujourd'hui on va parler de thématiques dont j'ai pas eu l'occasion de parler dans le podcast encore, donc ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Euh, pour commencer, je te propose de te présenter. Ça marche. Donc, je m'appelle Asia, j'ai 30 ans, j'ai un parcours pluriel et atypique. Je suis infirmière et écrivaine. Et à côté de ça, je suis également sensibilisatrice aux violences sexuelles et c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Ok. J'ai vu un article récemment sur... alors, c'est le harcèlement sexuel. Et c'est un chiffre qui Mhm. m'avait frappé, c'est qu'il disait que 86% des femmes entre 18 et 24 ans, il me semble, en Angleterre, ont été Mhm. victimes au moins une fois des violences sexuelles. Mhm. Et en France, j'ai regardé tout à l'heure, je crois que j'ai vu, c'était 80% ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez Mhm. choquant, en fait. Quasiment tout le monde, en fait, au final. C'est ça. Est-ce que tu peux déjà définir un peu ce que c'est que les violences sexuelles? Qu'est-ce qui rentre dedans? Qu'est-ce qui est compris dans les violences sexuelles? Oui, juste si tu permets, avant de commencer, j'aimerais Ouais, juste faire une note d'attention pour les auditeurs et auditrices, vu que c'est oui. un sujet sensible qu'on va aborder et je ne sais pas forcément ce qu'ont pu vivre ou ne pas vivre les personnes qui nous écoutent. J'aimerais juste faire un petit trigger warning pour les personnes qui auraient pu être concernées et leur dire que potentiellement ça peut réveiller des choses chez elles et qu'elles soient vigilantes par rapport à ça ou qu'elles n'hésitent pas à interrompre si ça peut être trop douloureux pour elles. Ça, je pense que c'est important de le dire quand on évoque ce sujet parce que on ne sait pas quel traumatisme ça peut réveiller. Du coup, les violences sexuelles, ça va comprendre beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. Ça va comprendre les viols, les attouchements, le harcèlement sexuel, notamment. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a emmené, toi, à t'intéresser à ce sujet-là, à devenir activiste et à militer dans ce domaine-là? Ouais, alors moi, ce qui a été le point de départ, c'est clairement mon histoire personnelle, car j'ai subi un viol lorsque j'étais enfant. Et après avoir erré pendant des années pour trouver une thérapie qui me corresponde et guérir de mes psychotraumatismes, j'ai ressenti d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, j'ai assisté une fois à un groupe de parole où j'écoutais du coup les récits de plusieurs femmes hein, de tout âge. La plus jeune avait 18 ans et la plus âgée avait entre 50 et 60 ans. Et j'avais été frappée du fait que on avait toutes vécu une agression sexuelle à un moment donné de nos vies et on était toutes autant fracassées. Et moi, à ce moment-là, je venais tout juste de guérir de mes psychotraumatismes. Je reviendrai plus tard dessus. Et, euh,
Et à ce moment-là, j'avais été frappée parce qu'il y avait une femme qui a raconté avoir été violée en 1982, donc avant que je sois née. Et au moment où je l'écoutais, elle était toujours autant traumatisée, elle était toujours dissociée. Et ça m'avait frappé de me dire qu'avant que je naisse, elle était déjà dans cet état-là. Moi, aujourd'hui, j'ai pu guérir et elle est toujours autant traumatisée. Et là, j'ai ressenti en fait une urgence à dénoncer ça parce que je me dis que enfin, ces personnes-là, tout comme moi auparavant, on ne vit pas sur des îles désertes. En fait, on est quand même entouré, on a un entourage, etc. Et malgré ça, on se sent toujours autant isolé et toujours avec le poids du secret qui nous étouffe. Et Mhm. de là, j'ai ressenti en fait une urgence à en parler parce que je me suis dit que ces personnes, tout comme moi je l'ai été, on n'est pas forcément, enfin, c'est pas qu'on entourait de mauvaises personnes qui ne veulent pas forcément aborder le sujet, c'est surtout qu'on entourait de personnes qui ne savent pas comment aborder le sujet. Et je pense qu'ils n'imaginent même pas en fait qu'on puisse être concerné, alors que ce dont je me suis rendu compte par la suite, c'est que énormément de femmes sont concernées, parfois de manière consciente ou non, parce que parfois, on peut aussi avoir des phénomènes d'amnésie qui font qu'on oublie totalement le traumatisme. Et à partir Mhm. de là, en fait, je me suis dit, enfin, c'est pas possible. On ne peut pas rester dans un silence général comme si ça n'existait pas. Et j'ai ressenti en fait une urgence à en parler. Et pour moi, en tout cas, je suis persuadée que enfin, aujourd'hui, par exemple, une victime euh, qui, qui veut être suivi par un psy, c'est extrêmement compliqué. D'après une des enquêtes de Muriel Salmola, qui est psychiatre et spécialiste des psychotraumatismes en France, elle dit qu'en moyenne, une victime met 13 ans pour trouver un thérapeute adéquat. Et je trouve ça extrêmement problématique parce que 13 ans, c'est long, même si c'est une moyenne. Parfois, ça peut être plus. Dans un petit livre, justement, il y avait une femme elle racontait le témoignage d'une femme pour qui ça avait mis 36 ans. Et je me dis, mais en fait, c'est énorme, en fait. Enfin, la personne avait été violée à 17 ans. 36 ans plus tard, elle trouve seulement le thérapeute qui lui correspond. Donc, c'est même pas, elle n'est pas guérie au bout de 36 ans, elle trouve seulement le thérapeute, en sachant que Mhm. les thérapies mettent des années. Et là, je me suis dit, enfin, c'est pas possible. On peut pas rester dans ce silence. On peut pas laisser des personnes avec une telle souffrance. Et là, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a tant de, enfin, il y a tant de tabous à ce sujet-là? Déjà parce que ça parle de sexualité, et la sexualité, c'est déjà un premier tabou. Et enfin, ça parle de sexualité, je mets des guillemets, dans le sens où tout ce qui concerne la sexualité, déjà, enfin, on n'en parle pas. Et je mets des guillemets parce que les violences sexuelles, ce n'est pas de la sexualité. Et donc, vu qu'on est autour de l'intime, ça, c'est des sujets qui ne sont pas du tout abordés que ce soit dans la société en général, mais également dans nos familles, à l'école, etc. C'est des sujets qui sont extrêmement silencieux, ce qui fait que bah, à partir du moment où on en fait un sujet gênant, dont il faut pas parler, qui est réservé à de l'intime, on verrouille en fait la parole. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et, euh, et aussi, je pense qu'on est aussi très, 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 très imprégné par la culture du viol, donc qui consiste à inverser la charge de responsabilité et à considérer la victime comme étant coupable, qui fait que bah, ça silencie aussi beaucoup les victimes, parce qu'une victime qui va dénoncer une agression qu'elle a subie, c'est extrêmement coûteux pour elle, dans le sens où on est encore enfin, la culture du viol fait que on va interroger comment elle est habillée, quel comportement elle avait, quel est son passé amoureux, son passé sexuel, etc. Alors que c'est totalement hors de propos. Et lorsqu'une personne est déjà victime, mais qu'on l'interroge comme si en fait elle était coupable de quelque chose ou comme si elle avait pu provoquer quelque chose, et ben en fait ça c'est extrêmement dissuasif et ça ne pousse pas à le dénoncer. D'une part, il y a aussi le phénomène d'amnésie traumatique que j'évoquais tout à l'heure. Donc en fait c'est un phénomène qui survient notamment chez les victimes mineures. Donc du coup pour la grande majorité des victimes, puisque les premiers concernés par les violences sexuelles sont des mineurs. Et donc, c'est un phénomène qui va occulter l'agression soit de manière totale, soit de manière partielle.
dans mon cas, par exemple, j'ai fait une amnésie traumatique de 12 ans. Et pendant 12 ans, j'avais totalement occulté le viol, ce qui fait que c'était impossible d'en parler puisque j'en avais moi-même pas connaissance. Et pour certaines personnes, moi, j'ai une amie pour qui l'amnésie a duré plus de 50 ans. Et donc, du coup, tant qu'il y a aussi ces phénomènes d'amnésie, la parole, elle est empêchée. Mais c'est pas parce que l'amnésie survient l'amnésie, elle protège dans le sens où, à l'instant T, c'est compliqué de gérer le traumatisme, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même, le corps garde en mémoire, ce qui fait qu'il y aura toujours des impacts tout au long de la vie et sur la santé physique et mentale des personnes concernées. Donc, je pense que l'amnésie, ça participe indirectement également au tabou, mais, euh, mais je pense que une des troisièmes raisons que je vois, c'est aussi le manque de condamnation, à savoir que je pense que si c'était plus facile d'être reconnu en tant que victime, ça aiderait à dénoncer ce crime. Aujourd'hui, en France, pour des victimes de viol, seulement 10% d'entre elles vont porter plainte. Et sur ces 10%, il y a seulement 1% de plaintes qui aboutit à une condamnation. Donc, ce chiffre qui me horripile, il est extrêmement dissuasif et ça donne pas forcément envie de dénoncer. Et tout ça, je pense que ça participe au tabou. Ouais. Le troisième point, il est très lié au premier, qui est d'inverser les responsabilités. Exactement. Tu parlais des questions que l'on pose, par exemple, c'est parce qu'elle s'est abîmable, ce genre de choses. Mm. Donc c'est de sa faute. Et j'ai été curieux, je suis allé voir un peu dans d'autres pays, par exemple, en Égypte, où la plupart des personnes portent le voile, le niqab. Et en 2013, il y avait un rapport des Nations Unies Ouais. qui disait que 99,3% des Égyptiennes avaient subi une forme de harcèlement sexuel. Donc, je tenais juste à mentionner ce chiffre. Et tu as parlé de amnésie, ça c'est quelque chose que tu as évoqué. Donc, c'est un mécanisme de protection du cerveau. En fait, si tu veux, le traumatisme du viol est tellement violent pour le corps qui subit ça. Il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. Donc, avant d'arriver au phénomène de l'amnésie traumatique, déjà, en fait, si tu veux, le viol est vécu comme une situation de stress. Et dans toute situation de stress classique, on produit de la cortisol et de l'adrénaline pour pouvoir faire face à la situation. Sauf que pour une situation de la vie quotidienne, cette production, elle va durer vraiment quelques secondes, le temps de pouvoir nous adapter à la situation, et puis le taux va redescendre à la normale. Sauf que là, dans une situation de viol, le taux de cortisol et d'adrénaline n'arrête pas de grimper. Et le problème, c'est qu'en fait, il continue de grimper, il continue de grimper, il continue de grimper. Et à un moment donné, si ça continue, la victime elle risque un arrêt cardiaque. Donc là, le cerveau, il met en place un mécanisme de sauvegarde qu'on appelle la disjonction. Donc, il va disjoncter vraiment comme dans un circuit électrique et il va couper la production de ces deux hormones en produisant ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Donc, en fait, au moment où la disjonction se produit et au moment où les hormones arrêtent d'être sécrétées, le corps de la victime et ses émotions sont totalement coupés. Et c'est pour ça que très souvent, on entend des victimes qui lorsqu'elles rencontrent leur viol, elles disent, à un moment donné, j'ai eu l'impression de sortir de mon corps et de flotter ou d'avoir l'impression de regarder la scène de l'extérieur. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, le corps et les émotions sont totalement coupés. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Et cette dissociation va d'abord engendrer une anesthésie émotionnelle et à la suite de ça, il y a une amnésie traumatique qui va se produire, qui va totalement occulter le traumatisme, donc soit totalement, soit partiellement selon les personnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces psychotraumatismes, ils ont lieu au moment du viol, mais ils se pérennisent dans le temps, dans le sens où l'anesthésie émotionnelle, en fait, elle va durer des décennies quand le traumatisme ne va pas être traité. Et ce qui se passe, c'est que les victimes, elles sont moi j'appelle ça être comme dans un état de mort vivant, parce que c'est comme ça que je l'avais vécu. C'est le fait d'avoir une enveloppe corporelle
vivant, mais le reste d'avoir le sentiment d'être mort de l'intérieur, de rien ressentir, d'être vide. Et ce sentiment de vide, il est lié au fait de ne pas ressentir d'émotion, mais vraiment aucune, aucune, aucune. Euh, Hmm. ce qui se passe, c'est que le corps, il fait pas le tri en fait entre l'émotion du stress qui a été générée par les viols. Lui, il fait pas le tri, il coupe vraiment toutes les émotions. Et ce qui fait que bah, pendant des années, il y a absolument rien qui se ressent. Et ça, c'est bah, du coup avec un travail psychothérapeutique que ça peut être traité, mais ça peut prendre des années. Oui. C'est quoi les conséquences chez les victimes de ces harcèlements sexuels, de ces viols? Alors, les conséquences, elles sont multiples. Et d'ailleurs, Muriel Salmona, enfin, pour moi, c'est vraiment une source parce que, du coup, elle est psychiatre. Elle a vraiment travaillé à fond sur les psychotraumatismes et elle a créé un blog qui s'appelle mémoiretraumatique.org qui m'a beaucoup aidé bah, quand j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et puis, même aujourd'hui, je m'en sers beaucoup dans mes interventions. Et les conséquences, en fait, elles sont vraiment à tous les niveaux. Il y a un coût sur la santé, déjà sur la santé mentale, parce qu'une victime de violences sexuelles, elle a des risques de tomber, enfin de faire de développer de la dépression, de l'anxiété, des symptômes comme de l'hypervigilance. Enfin, ça, c'est vraiment très minime ce que je développe, mais la liste des symptômes qu'elle développe est vraiment très, très longue. Ça a également un coût sur la santé physique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le corps garde en mémoire le traumatisme, et donc, du coup, le corps va nous parler, il va nous parler pour nous dire il y a quelque chose à traiter. Ça va varier selon les personnes. Parfois, ça peut être de la douleur, ça peut être de l'insomnie. Pour des personnes, ça va être plusieurs troubles gynécologiques. D'autres vont même développer des fibromes. Euh, Des quoi, Qu'est-ce que pardon? ça peut être d'autre? Des fibromes. C'est comme des mini-cancers au niveau de l'appareil génital. Et enfin, vraiment, la liste, elle est loin d'être exhaustive, mais, Hmm. enfin, c'est un gros impact sur la santé de la personne et également sur ses liens relationnels parce que bah, ça peut générer de la méfiance vis-à-vis des autres, une estime de soi qui est forcément diminuée et donc du coup qui rend compliqué le fait de se lier à d'autres personnes. Ça peut générer des troubles de la concentration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de victimes qui ont du mal, enfin parfois à l'école ou au travail parce qu'il y a des absences qui peuvent avoir lieu et ces absences, c'est bah, comment dire, c'est la mémoire traumatique qui se travaille à ce moment-là. Ça peut être, enfin, vraiment, enfin, la liste que je dis, elle est loin d'être exhaustive, mais les impacts, ils sont vraiment sur tous les champs de la vie de la victime. Et c'est surtout que ça met enfin, des décennies avant d'être traité. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est que tant qu'on n'est pas parti voir un thérapeute qui nous dit que ces symptômes sont liés à ce viol, enfin, déjà, il faut déjà qu'on en ait conscience et que le thérapeute aussi c'est extrêmement compliqué de savoir d'où peut venir, enfin d'où ça peut venir tout ça, de comprendre. Et ça peut même donner en fait le sentiment d'être fou, d'être folle, parce on ressent des choses enfin, qui sont réelles à partir du moment où on les ressent, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et si tu vas avoir un médecin qui ne te pose pas la question, est-ce que tu as vécu des violences, et donc du coup qui ne fait pas le lien entre tout ça, bah, c'est compliqué de savoir d'où ça vient. Et à côté de ça, tu as ce mal-être qui grandit. Et même très souvent, le fait que la question est-ce que vous avez déjà subi des violences ne soit jamais posée dans les prises en charge médicales, bah, ça oriente vers d'autres diagnostics qui sont pas du tout, enfin, qui sont pas du tout liés. Et ce que me disait Pauline, une des sages-femmes à la maison des femmes où j'avais été suivie, donc c'est une structure qui accompagne les femmes victimes de violences en tout genre, que ce soit les violences sexuelles, conjugales, gynécologiques ou autres. Ce qu'elle me dit, c'était que cette question n'est pas systématiquement posée par les thérapeutes, voire elle est même très rarement posée, alors que le fait de poser la question, en fait, déjà, euh,
enfin, au lieu de nous orienter vers des diagnostics qui ne sont pas bons et donc de traiter finalement que les symptômes, et ben, ça permet de mieux comprendre ce qu'a la personne et donc du coup d'être aussi dans une prise en charge globale et de traiter en fait au plus vite les symptômes avant ils ne deviennent trop handicapants. Hmm. Et là, toute la liste de symptômes que tu as décrit, qui n'est pas exhaustive, comme tu l'as dit, Oui, souvent, en fait, la personne les a, mais sans se rendre compte pourquoi elle les a. Elle ne sait pas pourquoi elle les a. c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui est le Et du coup, plus difficile, je pense. bah, c'est ça, parce que quand tu ressens les choses dans ton corps, tu sens cette souffrance, tu sais que c'est là, et pourtant, tu sais pas d'où ça vient. Et si, enfin, ouais, ça relève pratiquement de la folie, en fait. Hmm. C'est ça qui est effrayant. Et qu'est-ce qui déclenche la remontée des souvenirs, que les personnes se rappellent ce qui s'est passé? Il n'y a vraiment pas de normes. Il y a vraiment pas de normes selon les personnes. Moi, par exemple, c'était en regardant un film, j'allais avoir 19 ans, je regardais un film et dans ce film-là, il y avait une scène de viol et c'est là que ma mémoire, enfin, que mon amnésie s'est levée. Pour des personnes, ça va être, enfin, pour des femmes, ça va être, par exemple, le moment de la grossesse. Là, pour mon documentaire, j'ai interviewé une personne qui me dit que c'était le moment où elle s'est mise en couple, que ça a déclenché ça. En fait, ça va être très, très aléatoire d'une personne à l'autre. Et parfois, ça va être des trucs enfin, qui ont pratiquement rien à voir. Parce que, en attendant que l'amnésie se lève, si tu veux, ce qu'on a, la mémoire traumatique, c'est comme une sorte de boîte où dans lequel le trauma est enfermé. Et de temps en temps, il t'envoie comme des décharges ou des flashs ou en tout cas des signaux pour te dire qu'il y a quelque chose. Mais sauf que ces signaux, des fois, tu ne les comprends pas. Par exemple, là, une des victimes que j'ai interrogées pour mon film, euh, donc, elle racontait, enfin, dans son cas, c'était par le fils de sa nounou quand elle était petite. Et elle se rappelle à un moment donné être montée enfin, par un escalier. Et en fait, à partir de ça, déjà quand elle était petite, quand elle était chez elle, elle ne pouvait plus monter les escaliers. Et ça, c'était quelque chose d'inexplicable, tu vois. Et pour d'autres personnes, la mémoire traumatique, elle va se manifester. Deux fois, c'est par un bruit, deux fois, c'est par une odeur, deux fois, c'est par un mot, deux fois, c'est, je sais pas, un jour de la semaine à telle heure, il y a des douleurs qui peuvent se réveiller, etc. Ce qui fait Hmm. que c'est hyper dur parce que tu as l'impression d'être envahi dans ta tête et dans ton corps par des choses que tu ne comprends pas, qui surviennent comme ça enfin, du jour au lendemain. Et ça, enfin, Des ondes négatives. c'est ça. Et c'est hyper aléatoire. Et du coup, l'amnésie traumatique, ça, c'est, enfin, vraiment, selon les personnes, il y a pas de normes, mais en général, ça va être quelque chose qui plus ou moins peut amener, ou en tout cas peut rappeler cette situation de viol qui va faire que le souvenir va se réveiller. Mais il n'y a Et pas de, les souvenirs, ils se réveillent progressivement ou ça vient d'un coup? Comment ça dépend? bah ouais, ça dépend. Par exemple, moi, c'était d'un seul coup. J'ai une amie, par exemple, c'est arrivé partiellement. Elle s'est rappelée qu'il y avait eu une agression et c'est des années plus tard que les souvenirs sont revenus de manière complète. Et à ce moment-là, elle s'est rappelée du viol complet, même si aujourd'hui, elle a toujours cette amnésie de l'identité du violeur. Euh, pour d'autres, par exemple, là, une des personnes que j'ai interrogées, elle a des flashs et qu'elle lui revienne. Et le fait d'avoir eu, enfin, l'amnésie, ça s'est manifesté par des épilepsies d'absence, ce qui fait que de la même manière où elle est devenue absente à son corps au moment où le viol a eu lieu, bah, il y a des moments de la journée où d'un seul coup, elle peut avoir une absence et revenir. Et du coup, ça a développé une forme d'épilepsie dans ce sens-là. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas de, enfin, il y a plusieurs formes de manifestations, mais il n'y a pas de normes selon les personnes, c'est très aléatoire. Oui. Et si les souvenirs reviennent pour une personne, c'est quoi la réaction que tu recommandes d'avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est hyper compliqué. En fait, enfin, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre.
de son entourage, ça va dépendre. Enfin, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les souvenirs reviennent, enfin, tu ressens tout dans ton corps. Tu as les images qui te reviennent, tu as les sensations. Donc, tu as l'impression d'être violé une deuxième fois. Et ce qui fait que enfin, c'est hyper dur et il n'y a pas de réaction type en fait à avoir à ce moment-là. Enfin, si c'est des personnes qui sont bien entourées et qui ont des personnes safe autour d'elles, avec qui elles peuvent parler facilement, en sachant qu'elles ne seront pas jugées, même si vu le sujet, de fois, on ne sait jamais vraiment, elles peuvent trouver du soutien auprès de ces personnes-là, en tout cas dans, dans l'urgence. Et après, le mieux, c'est de commencer au plus vite une thérapie. Mais même ça, c'est facile à dire parce que, enfin, pour commencer une thérapie, il faut déjà trouver le bon thérapeute. Moi, je conseille très souvent de voir un psychologue spécialisé en victimologie ou traumatologie, parce que du coup, c'est vraiment la spécificité pour traiter ce genre de traumatisme. Mais, mais après, la complication, lorsqu'on on va voir un psy, en tout cas un spécialiste de la santé mentale, c'est que la personne peut être très bonne dans son domaine, mais c'est vraiment une question de feeling. C'est-à-dire enfin, il faut vraiment ressentir la personne. Et là où ça peut être frustrant, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, en moyenne, il faut mettre 13 ans pour trouver la bonne personne. Et en 13 ans, tu peux voir 1 milliard de thérapeutes. Et au bout d'un moment, ça peut être extrêmement décourageant et de se dire que, bon, bah, enfin voilà, j'ai essayé 1 milliard de fois, j'ai essayé toutes sortes de thérapies, de thérapeutes, ça marche pas. Et on peut vite tomber dans une forme de fatalisme en se disant que, bah, en fait, là, j'ai un mal dont je vais jamais guérir. Et, et c'est extrêmement dur, en fait, à ce moment-là, parce que bah, c'est compliqué de garder l'espoir déjà que bah, tu as la souffrance du traumatisme à gérer et qui est envoyée, qui est omniprésente. En même temps, bah, c'est vraiment très galère de trouver quelqu'un. Et bah, en fait, c'est très facile de tomber dans une forme de désespoir à ce moment-là. Et, mais enfin, c'est facile de dire de patienter, mais clairement, moi, quand je l'ai vécu, enfin, patienter, c'est extrêmement compliqué. Quand tu ressens ce sentiment d'urgence et à parler, à raconter, en tout cas, à décharger ta mémoire traumatique et que bah, c'est compliqué de trouver un thérapeute, ouais, c'est hyper dur. Après, bah, pour les personnes qui ont la foi, je leur conseille bah, à ce moment-là de parler à Dieu dans leur prière et parce que d'une part, ça fait du bien. D'autre part, ce qui est facile avec Dieu, c'est que, enfin, c'est pas comme avec les autres êtres humains où il faut revenir sur les faits, presque se justifier, etc., temporiser ce qu'on va dire de peur, parce qu'on ne sait pas comment la personne peut le recevoir. Quand on Mhm. parle à Dieu, en fait, on peut parler sans filtre et on n'a pas besoin de revenir sur les faits parce qu'il les connaît. On peut juste parler de notre sentiment à l'instant T et puis aussi l'implorer pour qu'elle nous aide à trouver facilement et rapidement une personne qui pourra nous aider. Mais voilà, enfin, après, ce que j'ai envie de dire, surtout aux personnes, c'est vraiment de pas se décourager, même si je sais que c'est hyper dur hein, au moment où on le vit. Et tôt ou tard, en fait, bah, on finit par trouver la bonne personne, même il faut, ça met du temps. Moi, j'ai commencé à vouloir voir un thérapeute en 2013 et c'est seulement en 2016, 3 ans plus tard, que j'ai trouvé la personne qui m'a accompagnée, qui m'a aidée. Et entre-temps, j'avais vu 5 thérapeutes différents. Elle, c'était la sixième. Donc, et encore, mon cas, c'est vraiment enfin, ça paraît beaucoup, mais mon cas, il est vraiment très, très court quand je compare avec d'autres histoires. Donc, voilà, j'ai envie de juste dire aux personnes, vraiment, je leur envoie toute ma force et tout mon soutien. Je leur demande de s'accrocher le plus possible. Oui. J'ai une question d'une auditrice à proposer dans le groupe Telegram. Euh, Mhm. Est-ce particulièrement difficile de discuter de ces problématiques sensibles dans la communauté musulmane et quelle est son approche pour se faire entendre? Alors, de la communauté musulmane, c'est difficile, mais c'est pas plus difficile qu'ailleurs. Dans le sens où les autres communautés religieuses ou non religieuses, elles ont les mêmes freins que nous. Elles ne parlent pas de sexualité, encore plus quand c'est transgressé. Et enfin,
vraiment à la Maison des Femmes, j'ai beaucoup parlé avec la sage-femme qui m'accompagnait. Et sur la fin, en fait, je parlais de mon envie d'intervenir sur ces questions-là. Et elle me confirmait que elle, de par sa pratique, elle voyait que bah, une personne qui était migrante et qui venait d'arriver en France, ou une personne bobo qui avait vécu dans le 16e, des parents franco-français, etc., les difficultés à en parler dans la famille enfin, étaient les mêmes. Donc, il n'y a pas de spécialité musulmane. Et même si, il n'y a pas de spécificité musulmane, mais c'est compliqué en fait d'en parler dans tous les milieux. Après, ce Hmm. que je me dis, en tout cas, ce que j'espère, c'est que aujourd'hui, je pense que MeToo, ça a quand même été un grand tournant dans ces questions-là, dans le sens où ça a permis, en tout cas, de mettre en lumière bah, le phénomène des violences sexuelles. Et du coup, j'espère en tout cas que petit à petit, moi, mon rêve, c'est qu'un jour à la mosquée, on ait une intervention sur les violences sexuelles. J'ai essayé de le mettre en place, ça a été un peu compliqué. Pourquoi ça a été compliqué? Ça a été compliqué bah, parce qu'en fait, la mosquée en question, que je ne veux pas dénoncer, bah, les présidents ils étaient clairement pas prêts à aborder ces questions-là. Ils me disaient en gros, voilà, le sujet est important, on voit la nécessité d'en parler, etc. Éventuellement, parler de violence à la mosquée, on peut le faire, mais si tu mets violence sexuelle et tout, forcément, les gens ne vont pas venir. Ça va être, en gros, c'est comme si on n'était pas prêt à l'aborder, comme si c'était trop tôt, etc. Et à l'inverse, Hmm. par exemple, à Chatibi, j'aime beaucoup prendre cet exemple-là parce que ça me donne aussi beaucoup d'espoir. Et peut-être que ça va aussi motiver d'autres instituts religieux à suivre le mouvement. Euh, la première année où j'ai voulu aborder, j'ai dit, je vais faire une conférence sur les violences sexuelles. Ils m'ont juste donné leur accord, mais après, c'est tout. J'ai fait mon événement. Les profs n'étaient pas là, la direction n'était pas là, etc. Et sauf que moi, je suis assez entêtée et je voulais absolument générer une prise de conscience dans la tête des profs. Et après l'événement, j'ai envoyé un mail au directeur en lui racontant comment ça s'était passé. Et je lui avais aussi raconté qu'après cette conférence, il y avait 7 personnes le jour même qui m'ont envoyé un message pour me dire moi aussi j'ai été violée. Du coup, moi, ces personnes-là, Wow. individuellement, je les avais toutes rencontrées pour qu'elles me racontent leur histoire. Et ce dont je me rendais compte, c'était que bah, leur histoire, elle n'avait jamais raconté. Et ça, je trouve ça extrêmement problématique de se dire que c'est parce que j'ai ouvert, entre guillemets, la voie qu'elles ont osé parler. Et du coup, pour moi, ça, c'était hyper essentiel. Donc, le directeur, je lui ai envoyé un mail, je leur ai raconté tout ça. Et après, petit à petit, il y a quelque chose qui a commencé à se faire. Et quelques temps après, il m'a convoqué dans son bureau. Et là, je me suis rendu compte que le sujet, pour lui, il connaissait absolument pas le sujet. Et là, pendant une heure, en fait, on a échangé. Il m'a posé des questions. Et c'était un moment pour lui, c'était l'occasion en tout cas pour lui d'en savoir plus, de comprendre ce qui se passait, en tout cas d'être plus ouvert. Et suite à ça, il avait ensuite lu mon livre, mon témoignage. Et le fait d'avoir lu mon livre, ça a généré une autre prise de conscience. Et l'année d'après, j'avais encore dans l'optique d'organiser un autre événement. Donc là, il m'avait donné son aval. Et avant de faire cet événement, j'avais proposé qu'on fasse un sondage destiné exclusivement aux étudiants du centre pour savoir s'il y avait des personnes qui étaient concernées et à quelle hauteur. Donc, on est à peu près 650 à 700 étudiants dans le centre. On avait eu 110 réponses. Et sur les 110 réponses, on avait 50 personnes qui disaient oui, oui, j'ai subi un viol ou une agression sexuelle dans ma vie. Donc, pratiquement une personne sur deux. Et, Wow. et du coup, dans une personne sur deux, la grande majorité, c'était avant 18 ans, par quelqu'un de proche. Donc, finalement, les résultats qu'on avait obtenus, c'était les mêmes que les sondages au niveau national. Et la plupart, quand on leur posait la question, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour, euh, pour vous en sortir? Et la plupart n'avaient rien mis en place, pas parce qu'elle manque de volonté ou autre, mais parce que bah, c'est compliqué de savoir quoi faire, comment faire, où aller. Et ça, je pense que ça a été une deuxième grosse claque au niveau du centre. Et puis à partir de là, il s'est engagé à ce que tous les ans, on aborde le sujet. Moi, ça me donne de l'espoir, ça, parce que quand je vois c'était pas, je sais pas si c'était des réticences ou pas, mais en tout cas,
quand je vois comment ils étaient il y a 3 ans et comment ils sont engagés aujourd'hui, je me dis, il y a déjà quelque chose qui est fait et alhamdoulilah, je suis contente. Et j'espère qu'à terme, les instituts religieux, les mosquées, si vous m'entendez, parlons des violences sexuelles parce que enfin, finalement, on est tellement concernés et je trouve ça moche. Enfin, je suis outrée de me dire que enfin, on a des personnes dans nos entourages qui sont concernées et parce que ce sujet-là, on ne veut pas en parler, en fait, ces personnes, on les laisse dans leur souffrance. Quelque chose qui m'avait marqué dans justement à l'issue de cette première conférence, il y avait une fille de ma classe qui m'avait, du coup, qui m'a dit qu'elle avait été violée. Et lorsque je l'ai reçue, cette fille-là, il y avait sa cousine qui était enfin, elle et sa cousine étaient dans notre classe, dans ma classe, et les deux avaient été victimes de viol. Elles ne le savaient pas. Et du coup, j'avais reçu les deux témoignages de ces personnes-là, donc je savais que les deux avaient été victimes, sauf qu'entre elles, elles ne l'avaient pas dit. Et là, ça m'avait outrée parce qu'elles étaient quand même vraiment très, très proches. Elles habitaient pas loin l'une de l'autre, etc. Enfin, ça m'a fait trop mal au cœur parce que je me suis dit, là où elles auraient pu être un soutien l'une pour l'autre et s'aider dedans, en fait, elles restent chacune dans leur souffrance parce elles veulent pas le dire à l'autre pour la protéger. Et j'ai trouvé ça ahurissant. Pareil, il y avait une autre fille du centre qui m'avait raconté qu'elle avait été violée quand elle était petite. Son frère était dans ma classe et son frère n'était pas au courant. Et là, je me dis, merde, en fait, là, il y a, enfin, je sais pas, j'arrive pas à l'exprimer avec des mots, mais, euh, mais là où ces personnes, enfin, on devrait pouvoir trouver des ressources à ce niveau-là dans nos entourages, dans nos familles, etc. Et là, j'avais la preuve que c'était pas le cas. Je me suis dit, non, en fait, on peut pas faire l'économie de ne pas en parler, alors que là, il y a des personnes enfin, dans leur propre famille, personne n'est au courant, alors que ces personnes, elles sont en grande souffrance, quoi. Oui. Tu as dit un chiffre, tu as dit que dans le sondage que tu avais fait à l'Institut Châtiby d'Île-de-France, euh, Oui. que la moitié, ça concernait, la majorité concernait des personnes de moins de 18 ans. Euh, Mm. Comment on parle depuis tout à l'heure, on a l'impression qu'on parle que des femmes, mais en réalité, chez les enfants, chez les plus jeunes, ça concerne beaucoup aussi les garçons. Ouais, en fait, ce qui est entre guillemets, je sais pas si c'est un défaut de langage ou quoi, mais lorsqu'on communique sur la violence sexuelle, on parle beaucoup de violences sexuelles faites aux femmes et c'est un défaut de langage parce que les premières victimes de violences sexuelles, ce sont des personnes mineures, donc des enfants. Et même si les personnes de sexe féminin sont le plus concernées, elles le sont surtout au moment où elles sont enfants. Et entre guillemets, le fait d'être enfant, comment dire, dans le viol, en fait, si tu veux, c'est un rapport de domination. Et là, il est beaucoup plus marqué face à un enfant parce que donc c'est très souvent des adultes envers des enfants. Euh, et donc, l'enfant ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et donc, du coup, ça silencie encore plus. Euh, Là, il faut savoir que enfin, pour les viols, enfin, les violences sexuelles avant 18 ans, c'est quand même 81% des violences sexuelles qui sont subies avant 18 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et c'est subi dans 94% des cas par des personnes proches. Incroyable. Et donc finalement, en fait, si on veut être plus juste, on devrait parler de violences sexuelles sur les enfants. Et je pense que même dans la prise de conscience sociétale, peut-être que l'impact il serait plus grand parce que, enfin, en tant qu'adulte, on a ce truc de protéger les enfants, etc. Et, et, et le fait de nommer les choses comme elles devraient, je pense que ça participerait également à ça. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que les garçons sont, euh, sont beaucoup concernés, même si on fait une proportion genrée, les personnes de sexe féminin le sont plus, mais il faut pas oublier les garçons. Et il y avait justement dans le site de Mira Salmona que j'évoquais tout à l'heure, elle disait un truc assez édifiant, c'était que avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance est le risque principal d'en subir un nouveau tout au long de la vie pour les filles et d'en commettre pour les garçons. Et ça, je trouve ça terrible parce que, enfin, en gros, une fille qui a subi un viol ou une agression sexuelle
elle risque d'en subir d'autres. Donc déjà, ça rajoute au traumatisme. Pardon, excuse-moi, quand tu dis elle risque de recevoir un autre, la, une personne qui a été, enfin une femme qui a été atteinte, une jeune fille qui a été atteinte de violences sexuelles, c'est parce que elle n'arrivera pas à dire non la deuxième fois ou c'est quoi les raisons? Pas spécialement, c'est qu'en fait, comme sa mémoire traumatique, elle est toujours allumée et elle a les psychotraumatismes, en fait, ils se voient dans le comportement et comme je le disais, dans les agressions sexuelles et les viols, on est dans c'est un mécanisme de domination qui se met en place. Et donc, du coup, je sais pas si vulnérabilité c'est le bon mot, mais en tout cas, cette expression des psychotraumatismes, elle est perçue par les agresseurs. Et donc, du coup, c'est pour ça que une personne qui a été victime une fois, elle a, elle a d'autant plus de risques d'être harcelée, violée d'autres fois. Et Hmm. à titre d'exemple, après une de mes interventions, j'avais reçu un témoignage d'une personne qui me disait elle a été violée pour la première fois à l'âge de 5 ans. Son dernier viol remontait à l'année dernière. Et à ce moment-là, elle avait 36 ans. Et elle me disait qu'elle avait subi une dizaine d'agressions sexuelles et de viols tout au long de sa vie. Et ça, c'est compliqué. Hmm. Et c'est compliqué parce que tu vois, quand je te disais tout à l'heure, le fait de prendre en charge très rapidement, ça a un gros impact sur la qualité de vie. Si on met tout en place, on met un environnement safe en place pour qu'un enfant qui est victime de ça, il puisse tout de suite aller voir ses parents ou les adultes de référence, on évite que les psychotraumatismes s'installent, ce qui est possible. Et donc, du coup, on évite qu'une même personne subisse plusieurs autres agressions. Et pareil pour les garçons, ils sont violés, on évite qu'ils deviennent agresseurs à leur tour. Et c'est là où c'est compliqué parce que ils deviennent bourreaux et victimes en même temps, quoi. Hmm. On entend encore moins parler, j'ai l'impression, des enfants qui sont victimes, des enfants mâles, je veux dire, des garçons. Totalement. C'est quelque chose d'encore plus tabou. C'est ça. Et c'est là où, enfin, vraiment, moi, mon ennemi principal, c'est le patriarcat. Et les hommes en sont d'autant plus victimes, sauf que c'est peut-être moins conscient que pour nous, les femmes. Et dans le sens où on a l'image de l'homme fort, qui a la puissance physique, et donc du coup, de par cette puissance physique, il ne peut pas être violenté. Et donc du coup, ça, en fait, un garçon qui se construit avec cette représentation-là, c'est d'autant plus compliqué de dire de se dire, déjà, en temps normal, juste dans une position, entre guillemets, de vulnérabilité, c'est compliqué de le dire. Mais là, en plus de dire, à un moment donné, moi, j'ai vécu une agression sexuelle, un viol, c'est d'autant plus compliqué parce que, d'une certaine manière, dans l'inconscient collectif, ça ne colle pas avec l'image de la virilité qu'on veut associer aux hommes. Et c'est là où cette masculinité, virilité, elle est hyper toxique parce qu'en fait, d'une part, là, pour les victimes, ils sont totalement silencieux, mais autant aujourd'hui, on a des chiffres qui nous permettent de quantifier le pourcentage de femmes victimes de violences sexuelles. Autant pour les hommes, je ne suis même pas sûre que de tels chiffres existent. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut surtout dire que ils sont tellement face à un double silence, à un double tabou. Déjà, la violence sexuelle, c'est un tabou. Avoir subi une violence sexuelle en étant un homme, c'est un double tabou. C'est hyper compliqué de le dire parce que autant cette culture du viol, on la retrouve de manière globale, mais vu qu'on a cette représentation de l'homme lié à la puissance, etc., on se dit qu'il ne peut pas être dans une position où il est victime parce que on a cette représentation que avec sa force physique, il pourrait se défendre. Sauf que ce qu'on oublie, que ce soit pour les victimes filles ou garçons, c'est que lorsqu'on est violé, on est aussi dans un phénomène de sidération, c'est-à-dire que on bouge plus en fait. Et notre corps, en fait, à ce moment-là, il nous protège. C'est comme si, à un moment donné, une personne se met devant moi et me dit, avec une arme et tend son arme vers moi, et ben,
la meilleure façon de survivre à ça, c'est de ne pas bouger. Et là, dans le cas d'un viol, c'est exactement la même chose, c'est que le fait de ne pas bouger, ça répond à un mécanisme qu'on appelle la sidération et qui nous coupe en fait de tout mouvement à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est pas du tout lié à cette force physique. Enfin, très souvent, on se dit que, enfin, parce que le consentement, c'est encore, je pense, quelque chose qui est encore assez flou dans nos sociétés. Et on se dit que oui, une vraie victime, il faut absolument qu'elle s'est débattue, qu'elle ait donné des coups, qu'elle vraiment avec toutes ses forces, elle a donné ses tripes. Et après, enfin, la personne en face, elle était tellement forte elle a pas pu. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Ça, c'est vraiment une sorte de fantasme du viol, mais dans la très grande majorité des cas, les personnes sont sidérées, donc elles ne peuvent pas bouger. Et donc, du coup, je pense que les représentations jouent beaucoup, ce qui fait que pour un petit garçon qui a grandi avec toutes ces représentations de ce que devait être un homme, entre guillemets, et ben en fait, ça questionne aussi son identité à ce moment-là, et du coup, ça le silencie encore plus. Et d'ailleurs, pour parler des victimes masculines, il y a une page et un site que je recommande, c'est Oui. Colosse au pied d'argile. Donc, c'est le site d'un ancien rugbyman qui a été violé lorsqu'il était enfant par son entraîneur qui était aussi le mari de sa cousine. Et donc, du coup, il sensibilise énormément aux violences sexuelles dans le milieu sportif. Et lui, du coup, vu que c'est un homme, je pense que ça permet aussi, il participe à libérer les paroles aussi, puis à permettre à des garçons de raconter ce qu'ils ont vécu, parce que en face d'eux, il y a un autre homme qui raconte ça. Donc voilà, c'est un site que je recommande beaucoup. Oui. Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est très, très frappant, très, très marquant. C'est hyper choquant. Je te remercie de nous partager tout ça. Là, avec les chiffres que tu nous donnes, enfin, je pense qu'il faut être clair. En fait, on a tous, quasiment tous, dans notre famille, que ce soit nous ou notre entourage proche, au moins une ou deux personnes qui a subi avec les chiffres que tu me donnes, qui a forcément, statistiquement, qui a subi ce genre de violence sexuelle. C'est sûr et certain. Franchement, Mm. à force enfin, je sais pas si je me rendais compte avant de commencer à sensibiliser ou quoi, mais à un moment donné, à chaque fois que je sensibilisais, je recevais des témoignages de personnes qui me disaient moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et du coup, ça m'a frappé et très vite, en fait, entre guillemets, je me suis conditionnée à me dire, à ça, quoi qu'il arrive, dans toutes tes interventions, tu auras des témoignages de victimes, c'est sûr, hein, certain. Et même, enfin, autour de moi, du coup, vraiment, si je prends un environnement large avec les connaissances plus ou moins proches, je ne compte même plus le nombre de personnes qui sont concernées. Donc, et là, je pense que c'est juste parce qu'on n'en parle pas qu'on ne s'en rend pas compte. Mais je défie quiconque à un dîner de famille d'aborder le sujet, et ils seront très surpris de voir le nombre de témoignages autour d'eux. On a toutes Mm. et tous des personnes concernées autour de Et nous. en plus là, on compte que les personnes qui se souviennent de ce qui s'est passé, C'est qui ont ça, les souvenirs. Ça, on compte même pas ceux qui se c'est souviennent ça, pas, qui savent pas que ça s'est passé. exactement. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait pour créer dans notre famille, dans notre entourage, un environnement, comme tu dis, safe? Comment est-ce qu'on éduque nos enfants? Comment on parle avec notre entourage, nos frères et sœurs? Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour traiter ce problème? En tout cas, au moins dans notre entourage. Alors déjà, c'est plus facile d'en parler dans un environnement familial, si c'est un environnement où la parole circule, où c'est un environnement où on communique, où on se dit les choses. Si on est dans une famille où on parle très, 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 très peu, cette parole, c'est hyper compliqué de la dire, parce on ne se confie pas sur des choses euh, tu sais, très banal du quotidien, des ressentis personnels. Oui. Donc, à plus forte raison, c'est compliqué pour ça. Mais vraiment, la communication, c'est hyper essentiel, que ce soit dans le couple, dans la famille, etc. C'est hyper important de parler avec son entourage. Et pour moi, c'est la clé, en fait. Si en tant que parent, si on arrive à instaurer un environnement où nos enfants se sentent assez en sécurité avec nous pour venir nous parler de tout,
en fait, ils vont venir spontanément. Même si à ce moment-là, ils comprennent pas, ils vont venir tout de suite parce que, on leur a montré qu'avec nous, ils pouvaient parler de tout, qu'il n'y avait pas de tabou. Et, euh, et ce qui est aussi hyper essentiel, c'est en tant que parent, enfin, la protection des enfants, elle commence très tôt. Et en fait, on a souvent cette peur d'en parler aux enfants parce qu'on se dit, ils sont trop petits, je verrai plus tard, etc. Sauf que c'est quand ils sont tout petits, justement, qu'ils sont hyper vulnérables. Comme je te Hmm. disais, j'ai des témoignages de personnes qui ont été victimes à 5 ans, moi c'était 7. Donc, en fait, il n'y a clairement pas de temps à perdre. Et ça peut être très simple, en fait, juste de dire aux enfants, si quelqu'un te touche au niveau de tes parties intimes, ou regarde tes parties intimes, ou demande à ce que tu regardes tes parties intimes ou que tu touches les siennes, à ce moment-là, tu refuses et tu viens me voir tout de suite. Et ça, c'est juste une phrase, ça prend 2 minutes dans une journée. Et l'enfant, il a reçu l'information. Et puis, si ça arrive, à ce moment-là, il aura conscientisé que c'est pas normal parce qu'on on l'aura dit. Et du coup, il pourra à l'avenir venir nous voir. La dernière fois, quand je parlais avec une personne qui me racontait que, elle avait justement évoqué ça avec son enfant en disant voilà que personne personne n'a le droit de te toucher ni de te montrer ses parties intimes et tout. Et cet enfant-là, à un moment donné, il se retrouvait dans une situation, il me semble que c'était à l'école. Oui, c'était à l'école avec d'autres enfants qui avaient voulu, il me semble, lui toucher les parties intimes. Et là, il leur a dit non, ces parties sont privées, ça m'appartient, je refuse. Et lorsqu'il est rentré, en fait, il a raconté ça à sa mère. Et du coup, sa mère, elle était hyper fière d'elle parce que là, enfin, certes, c'est un cadre entre enfants. On peut parfois minimiser, enfin, des fois, on appelle ça des jeux, mais je ne sais même pas si jeu, c'est approprié. On peut minimiser ce type de comportement, mais en fait, dès le départ, en mettant ces barrières-là à un enfant, finalement, il apprend à se respecter et aussi à respecter les autres et vice-versa. Et même plus tard, dans son rapport au corps, dans sa sexualité future, etc., bah, ça va être hyper important dans le sens où la personne, enfin, elle est alignée en fait avec ses ressentis et avec ce qu'elle a envie de faire ou pas faire. Et tout de suite, elle peut placer un curseur sur enfin, sur elle-même, quoi. Mais vraiment, au niveau des familles, c'est vraiment l'ambiance générale de la famille qui va déterminer si c'est possible d'en parler ou pas. Moi, typiquement, avec mes parents, on communiquait genre pas du tout. Aujourd'hui, ils sont toujours pas au courant. Mes frères et sœurs, je leur ai dit. Mais mes parents, je leur ai pas dit et je pense que je leur dirai jamais. Mais parce qu'on n'était pas dans ce truc, enfin, on se parlait même pas en fait. On était presque des colocataires et du coup, moi, je me sens pas du tout safe vis-à-vis d'eux pour leur dire voilà ce qui m'est arrivé. Et du coup, enfin, vraiment, je trouve que ouais, instaurer un climat de confiance et voilà, un climat de confiance, un climat d'échange, un climat de dialogue, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je conseille un livre pour notamment les familles musulmanes, mais je pense que ça peut convenir à tout le monde. L'autrice, c'est Amira Nassi, et son livre s'appelle Les petits musulmans aussi se posent des questions sur la sexualité. Et elle aborde vraiment toutes les questions qu'on peut se poser du plus jeune âge, à partir de 8 ans jusqu'à l'adolescence, sur le corps, sur c'est quoi avoir une relation sexuelle, enfin, c'est quoi les violences sexuelles, c'est quoi avoir ses règles, c'est quoi être enceinte, etc. Et en fait, elle le fait avec, bah, du coup, avec les valeurs musulmanes. Donc, euh, donc voilà, c'est un livre que je recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup aux parents. Et puis aujourd'hui, alhamdoulilah, sur Internet, on peut suivre enfin, de nombreuses conférences, des interviews de sexologues musulmanes ou musulmans sur le sujet. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne peut plus faire l'économie. Et surtout, ce qui est un grand frein dans les familles, en général, c'est les blocages internes qu'on a. Si nous, on n'est pas à l'aise avec les questions du corps, de la sexualité, etc., on sera d'autant plus gêné pour en parler à nos enfants. Et les enfants, en fait, ils lisent en nous, ils lisent nos émotions. Ce qui fait que si cette gêne, ils l'aperçoivent, ils vont se dire, OK, là, ce sujet-là, pour en parler avec mes parents, c'est compliqué. Donc, bah, très souvent, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils ils vont rechercher la formation
par eux-mêmes. Et du coup, là, on entre encore sur un autre danger avec Internet. Mais c'est vraiment déjà d'être au clair sur notre posture vis-à-vis de ça. Et si on a de la gêne, et ce qui est normal, hein, si on n'a pas grandi avec ce type d'éducation, c'est de comprendre d'où ça vient et essayer de la travailler le plus possible, hein, pour en tout cas donner ce sentiment à nos enfants que, ben, en fait, ils peuvent parler de tout avec nous sans Hmm. gêne et que on recevra leur parole quoi qu'elle arrive. Ouais. J'ai une autre question. Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai une autre question par rapport à comment traiter ça avec les enfants. Tu vois, avec les chiffres que tu nous a donnés qui sont super effrayants, on se dit en fait, les gens, on les Mm, connaît pas tant que ça. Il y a des gens dans notre entourage, dans notre famille, chez nos proches, qui sont mm, peut-être dangereux par rapport à mm, ça. Et du coup, bah, si on a des enfants, on peut facilement entrer dans la paranoïa, qui est peut-être mm, légitime, de se dire, voilà, moi, je laisserai jamais mes enfants chez quelqu'un si je suis pas là, par exemple. mm. Euh, est-ce que c'est quelque chose de légitime? Comment est-ce que, en tant que parent, on peut avoir un bon juste milieu par rapport à ça, prendre les bonnes précautions, sans aller peut-être trop loin? Alors, je dirais que oui, le sentiment, il est légitime. Et moi, je pars du postulat que dès lors qu'une personne ressent quelque chose, son sentiment, il est légitime. Et le fait de vouloir entrer dans une surprotection, je pense que c'est un mécanisme, enfin, c'est le mécanisme premier de défense qui nous vient en tête. Et, Hmm. Et quand je dis mais à côté de surprotection, pardon, enfin, je dis même nos frères, nos sœurs, nos parents, enfin, ça nos oncles, nos tantes, enfin, on peut ouais, entrer dans la paranoïa et puis c'est légitime parce que tu me disais toi-même que 96% 96, il me semble, des viols chez les 94. enfants, 94, pardon, c'est intrafamilial. C'est par des proches. Du coup, les proches, c'est vraiment très là. Enfin, en tout cas, ce que je veux D'accord? dire par proche, c'est que c'est pas un inconnu. Donc, ça peut être le meilleur ami de la famille, ça peut être les oncles, les tantes, les cousins. Euh, Tout à l'heure, je te parlais de l'enfant de la nourrice, etc. Et c'est vrai que, enfin, clairement, le fait de tomber dans la paranoïa, c'est presque légitime, en fait, d'avoir ces premiers réflexes-là. Et je ne sais pas si j'ai une réponse clé en main à dire ou à donner, euh, parce que c'est hyper compliqué, hein. C'est hyper compliqué. Et comme tu le dis, comment avoir confiance en ses frères et en ses sœurs lorsqu'on sait ça? Et à juste titre, hein, là, par exemple, dans mon documentaire, une des personnes qui témoigne, elle a été elle a été violée par le frère de son père. Donc, c'est la personne, je pense qu'en tant que parent, la personne qui est du même sang que toi, tu la soupçonnes très peu, ou en tout cas pas du tout. Et Hmm. donc, c'est vrai que c'est hyper compliqué. Euh, Après, est-ce que aller enfin, en vérité, j'avoue que j'ai pas de réponse type à donner, dans le sens où, même si le fait de dire à ses enfants, là où je dors, tu dors, c'est une réaction qui est normale. Et moi, j'ai une amie qui raisonne comme ça, et ça part d'un bon sentiment. Sauf que faut aussi réfléchir au long terme, ce que ça peut causer, dans le sens où surprotéger l'enfant, ça peut aussi, surtout si c'est pas expliqué, il peut, euh, comment dire, on peut lui faire perdre confiance en lui et confiance en les autres, etc. Et même en nous, il peut vivre ça comme une injustice lorsque, par exemple, quand il voit ses copains, ses copines aller dormir les uns chez les autres et que lui, il peut pas, bah, ça peut être frustrant. Si, par exemple, il voit ses amis aller c'est du n'importe quoi en colonie de vacances et que lui, il peut pas et qu'il n'y a pas d'explication, ça peut ça peut être frustrant et vécu comme une injustice. Donc, je pense que ça, faut avoir en tête les effets que ça peut produire et surprotéger les enfants, bah, ça peut au long terme faire en sorte qu'ils aient une estime d'eux-mêmes qui est pas forcément très bonne. Euh, Clairement, j'ai pas de réponse type à donner. Et, et pour moi, enfin, euh, déjà, enfin, vraiment, clairement, je pense que le fait de pouvoir échanger avec son enfant, c'est hyper important parce que on peut pas maîtriser tous les risques et on peut pas avoir des jeux partout. Et il y a forcément euh,
on peut pas tout surveiller en fait. Et même si on part dans l'optique de vouloir tout surveiller, et à un moment donné, même pour nous, pour notre santé mentale, c'est compliqué parce que tu es dans un état de stress permanent et c'est pas viable. Et puis après, je pense que ça peut aussi jouer sur la relation avec l'enfant. Mais, euh, mais déjà, je pense que le fait de dire à l'enfant, voilà, si un jour il t'arrive quelque chose, etc., tu viens me voir, à défaut de pouvoir empêcher les choses, euh, par exemple, moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, enfin, à un moment donné, je suis passée par différents sentiments et tout. Et puis, à un bon moment, je me dis, bah, de toute façon, je peux essayer de faire le film 1 milliard de fois dans ma tête. C'est arrivé, c'est arrivé. Peut-être que c'est écrit, j'en sais rien. Mais ça, enfin, l'événement, je peux pas l'enlever. Et je sais pas si j'aurais pu l'éviter ou pas. Et je me dis, peut-être le moyen que j'aurais pu avoir de l'éviter, ça aurait été que mes parents fassent de la prévention en amont et qu'ils me disent, parce que du coup, moi, c'était par un jeune de mon quartier. Et un truc tout con, moi j'avais 7 ans. Si par exemple, à 7 ans, mes parents ne me laissaient pas sortir dehors toute seule, du matin au soir, bah, peut-être que déjà ça aurait pu éviter ça. Ou peut-être juste qu'ils me disent que, je sais pas si, euh, tu sais pas, là c'était même pas l'inconnu, donc tu pars pour les inconnus, ça marche même pas. Mais, je sais pas, mais en tout cas, rien que le fait qu'il, je me dis, si à minima, ils avaient permis que je leur dise, déjà, ça aurait pu, ça aurait pu faire changer des choses. Donc, en fait, hormis le dialogue, il y a les échanges avec les enfants. Et ça, c'est pour moi la seule clé qu'on a en main, la seule chose qu'on maîtrise, de dire à son enfant, ton corps t'appartient, il appartient à personne d'autre, personne n'a le droit de le toucher, etc. Ça, c'est la chose qu'on peut dire et qui est en notre portée. Et les priver de toutes les autres relations, même si je comprends totalement le bien fondé de cette pensée et ce sentiment, je le trouve absolument légitime. Je ne sais pas si à terme, c'est forcément la meilleure des solutions. Et, euh, et voilà. Ok. Ah, c'est clair que c'est pas une question facile, mais en tout cas, on a bien compris qu'il faut faire, voilà, faut prendre des précautions, quoi. Dans tous les cas, il faut prendre beaucoup de précautions, il faut avoir beaucoup de communication avec son enfant, Ouais, parce que sinon, c'est vraiment, vraiment sujet à des risques qu'on peut facilement éviter. c'est ça. Il y a une question que j'avais oublié de poser aussi. En tant que personne, en tant qu'homme, femme, si on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, euh, est-ce que c'est nécessaire pour la personne? Enfin, il y a deux questions en fait. La première, c'est euh, à partir de quand on doit se poser la question d'aller voir un thérapeute pour essayer de savoir s'il s'est passé quelque chose dans notre enfance ou plutôt si on ne se souvient pas. Et la Mhm. deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de vouloir se rappeler de ce qui s'est passé? Ou on pourrait se dire, je vais faire un trait sur ce qui s'est passé, si, ça a pas enfin, si on n'a pas des effets trop graves sur nous, je ne veux pas me rappeler en fait, j'ai pas envie de me souvenir. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Euh, En fait, je comprends ce truc de se dire ça nous protège de ne pas savoir. Et c'est vrai que ça nous protège. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça se met en place. Mais il y aura toujours ce sentiment d'être incomplet si on n'a pas ce souvenir-là aussi douloureux soit-il. Et en fait, on n'est pas, c'est pas nous qui décidons en fait à ce moment-là si on veut se souvenir ou si on veut oublier. En fait, c'est notre corps qui, en fait, notre corps il fait sa loi. Et ce qui se passe, c'est que vu que au moment du viol, il a enfermé toute la souffrance, tout le traumatisme dans une petite boîte, mais cette boîte elle est quelque part dans notre corps. À un moment donné, c'est obligé de le traiter. C'est-à-dire que la boîte, elle ne va pas rester quelque part dans notre cerveau et puis on va vivre notre meilleure vie, etc. Franchement, je pense que si c'était ça, alhamdoulilah, ce serait top. Mais dans la réalité des choses, c'est qu'à un moment donné, ce traumatisme, il a besoin d'être élaboré, d'être traité, de revenir. Et ça revient en fait au moment où on est prêt. Et là-dessus, en fait, c'est quelque chose de totalement inconscient. On n'a pas du tout la main dessus. Déjà parce que quand l'amnésie se lève, en général, on subit le truc, en fait. C'est pas comme si on appuie sur un bouton, le souvenir revient et puis on appuie, ça repart. C'est que
quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Et à partir de là, la thérapie, pour moi, ça me semble une nécessité parce que ce qui se passe, c'est que c'est tellement compliqué et, à gérer, à supporter, etc. À un moment donné, il faut le verbaliser, il faut le travailler, il faut essayer de comprendre, etc. Parce que les impacts, il y en a forcément. On n'est pas une personne qui a vécu un viol et qui a eu zéro impact. Enfin, ça n'existe pas parce que c'est totalement déshumanisant en fait. Et c'est là, on s'attaque clairement à la dignité de la personne et presque même à son droit d'exister, j'ai envie de dire. Ce qui fait que, euh, enfin, ce serait beau, mais ce serait totalement idyllique de penser qu'il y ait zéro impact. Et malgré nous, même si, enfin, le travail thérapeutique, c'est pas facile, hein. C'est très long, c'est dur. Ça nous oblige à nous plonger dans des souvenirs qui sont hyper douloureux. Et parfois, c'est aussi compliqué de le faire comprendre à l'entourage, etc., ce qu'on vit. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que, je sais pas si à un instant T, je me sens triste parce qu'il s'est passé quelque chose hier ou avant-hier ou ce matin. C'est assez facile à expliquer parce que tu peux lier ton émotion à quelque chose de concret. Sauf que là, quand à un instant T, tu ressens une douleur qui est pour quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, bah, c'est compliqué d'expliquer ça au commun des mortels, en fait. Donc, du coup, enfin, ça isole beaucoup. Et tout ça, enfin, j'ai du mal, en tout cas, à concevoir, vu à quel point c'est handicapant, à quel point c'est lourd, comment on pourrait gérer le traumatisme sans passer par la thérapie. Je pense que malheureusement, ou heureusement, je sais pas, c'est quelque chose d'assez inévitable. Et même si c'est long, même si c'est dur, même si enfin, c'est clairement pas agréable, hein. Mais je pense que c'est nécessaire. Et surtout, après, bah, ça permet en fait enfin, le fait de travailler en thérapie, ça permet d'enlever toute la charge émotionnelle qui est liée au traumatisme. Et, euh, et en gros, si tu veux, tout à l'heure, je parlais de mémoire traumatique, tout est enfermé dans cette mémoire traumatique. Et le fait de l'élaborer en thérapie, on l'insère du coup dans la mémoire autobiographique comme un événement classique, ce qui fait que à terme, la charge émotionnelle, elle sera plus présente. Et c'est en ça que le travail en thérapie, il est absolument nécessaire et j'ai presque envie de dire inévitable. Ok. Et la première question, comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on doit faire une thérapie? J'ai envie de dire dès qu'on en ressent le besoin. Je pense que c'est important de faire confiance à son corps, à ses ressentis. Et à partir du moment où on ressent comme enfin, une souffrance, enfin, dès lors qu'on ressent une souffrance, je pense que c'est le point de départ pour en faire une. Et ça se met pas forcément en place tout de suite, hein. Dans mon cas, par exemple, c'est en 2019 que enfin, j'allais avoir 19 ans quand je m'en suis rappelée. Et c'est qu'en 2013, je me suis dit, allez, là, il faut que j'aille voir un thérapeute. Et entre-temps, enfin, c'est pas que j'en ressentais pas le besoin, j'étais dans une forme de déni où je voulais pas admettre que mon violeur avait pu avoir un impact sur ma vie et que je puisse être triste et malheureuse de par sa faute. Donc, j'étais dans une forme de déni assez forte. Et en 2013, je me suis rendu compte que bah, enfin, j'avais un mal-être que j'arrivais pas forcément à expliquer. Et pour moi, ça pouvait en être l'origine. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir une psychologue. Mais je pense que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Enfin, tu sais, par exemple, une personne qui a des flashs, enfin, des flashs ou, je te dis n'importe quoi, enfin, des symptômes qui lui paraissent inexpliqués, déjà, ça peut être une alerte pour aller voir quelqu'un. Mais après, c'est vraiment si la personne, elle le ressent. Euh, Hmm. ouais, enfin, faut vraiment enfin, être à l'écoute de son corps. Et si au bout d'un moment, on se rend compte que on ressent le besoin d'aller voir quelqu'un, même si au début, c'est pas forcément clair, si le souvenir du viol n'est pas forcément là, mais qu'en tout cas, on a ces flashs ou autres qui arrivent, bah, ça peut déjà être un point de départ pour aller voir quelqu'un. Et puis après, c'est peut-être aussi au long de la thérapie que le souvenir complet peut arriver. Ok. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer de la religion? Comment est-ce que l'islam peut nous accompagner dans ces traumatismes? Alors déjà, je vais répondre à plusieurs niveaux.
Par exemple, moi, lorsque j'ai vu cette nécessité d'en parler, euh, de sensibiliser sur les violences sexuelles, cette prise de conscience, elle est aussi venue, bah, du coup, parce que j'avais cours à Châtibi, donc du coup, je comprenais ma religion. Et dans les finalités de l'islam, pour moi, il y en a déjà deux ou trois qui sont mises à mal avec un viol, à savoir la préservation de la vie. Parce que lorsqu'on condamne une personne à, enfin, on survit en fait après un viol. Et tant qu'on survit, par définition, on ne vit pas. Et du coup, pour moi, la préservation de la vie, elle est clairement mise en cause. Il y a la préservation de la dignité qui est aussi, euh, qui est aussi remise en cause. Et la préservation enfin, selon les cas, la préservation de la filiation, pas forcément que dans les cadres incestueux, mais typiquement une victime qui plus tard a du mal à se mettre en couple parce que bah, le viol, ça a généré un tel stress que faire confiance à quelqu'un d'autre dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est compliqué. À terme, enfin, je me dis, si par exemple toutes les victimes ont cette conséquence-là, je vais loin, hein, mais à terme, on peut aussi bah, mettre fin à l'espèce humaine parce qu'il y a des traumatismes qui sont pas réglés. Et déjà, ça c'était, enfin, comprendre ces finalités-là, ça m'a aidé à vouloir en parler et à comprendre que c'était pas, enfin, j'ai pas l'impression d'aller dans quelque chose à l'encontre de la religion musulmane, dans le sens où déjà dans nos communautés, après, même si je sais que l'aspect culturel joue beaucoup, on parle pas de sexualité, on parle pas de violence sexuelle, etc. Euh, On enfin, j'ai parle pas pas de l'impression, psychologue, enfin, en faisant on parle de rien du tout. ça, et pourtant, en faisant ça, moi, je me sens clairement alignée avec ma foi et je suis même intimement convaincue que en parler, c'est le rôle que Dieu m'a donné sur Terre, que c'est mon rôle sur Terre. Donc Hum. déjà, il y a ce premier point. Ensuite, là où la foi peut être aidante, moi, ce qui m'a à un moment donné beaucoup aidé, parce que la foi, enfin, ça n'a pas toujours été un soutien, dans le sens où, comme je l'ai dit, enfin, moi, enfin, j'ai pratiqué très tôt la religion, etc. Mais j'ai pas eu d'éducation religieuse. Enfin, mes parents m'ont pas expliqué qui était Dieu. Enfin, j'avais aucun discours sur la religion que je pratiquais parce que il fallait pratiquer, mais je connaissais pas plus que ça. Et du coup, c'est vraiment à partir de Chatibi, lorsque j'ai commencé bah, donner du sens finalement à cette pratique, à qui était Dieu et à quel point il était miséricordieux envers nous, etc. C'est à partir de là où la religion a pu être une aide. Et il y a une sourate du Coran enfin, qui m'a aidé. Et enfin, vraiment, j'ai l'impression que cette sourate, quand je la lis, j'ai l'impression qu'elle résonne avec ma vie. C'est la sourate Ad-Duha, dans le sens où, enfin, je trouve qu'elle donne énormément d'espoir. Et surtout dans cette sourate, ce qu'elle dit, c'est que, enfin, en tout cas, moi, ce que j'en comprends, c'est de garder l'espoir parce que finalement, on passe tous, entre guillemets, par des moments enfin, de l'ombre à la lumière d'une certaine manière et qu'il y a des moments où c'est compliqué et puis il y a des moments où ça va être plus lumineux, entre guillemets. Et il y a surtout un verset qui me parle, c'est celui qui dit ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors et alors tu seras satisfait. Et ça m'a beaucoup donné de la force et de l'espoir parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que enfin, quand tu es traumatisé, que tu es dans cette errance, dans cette souffrance, etc., bah, c'est hyper dur en fait juste d'espérer ou enfin, à un moment donné, on peut croire que c'est une forme de fatalité et qu'on ne va jamais en sortir. Et le fait d'avoir, enfin, certes, cette soirée, j'ai découvert une fois que je commençais à aller mieux, mais en tout cas, m'a donné énormément d'espoir parce que même si finalement l'épreuve, elle est extrêmement longue, finalement, si on compare vie terrestre et vie éternelle, ça reste un petit temps. Et le fait du coup enfin, dans ce verset-là, enfin, pour moi, c'est vraiment une promesse que Dieu va te donner ses faveurs et tu en seras satisfait. C'est même pas conditionnel, c'est vraiment une promesse divine. Et à partir de Hum. ce moment-là, ça dit que quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain, il y aura une issue. C'est sûr et certain, à un moment donné, ce que tu traverses, ça va prendre une fin. C'est sûr et certain que cette souffrance que tu ressens, elle va être remplacée à un moment donné par de la joie, par du bonheur, en tout cas par d'autres sentiments plus lumineux, plus positifs. Et c'est sûr et certain aussi que là, tout ce que tu souffres,
dans l'au-delà, tu en auras forcément la récompense. Et ça, même si je l'ai découvert assez tard, ça m'a aidé et aujourd'hui, ça m'aide aussi encore parce que les épreuves, finalement, c'est inévitable et le fait d'avoir vraiment cette promesse de Dieu, bah, on sait que ça va arriver. Enfin, autant quand un animal te fait une promesse, enfin, tout dépend du degré de confiance que tu as avec cette personne, mais tu sais pas forcément si ça peut se réaliser ou pas. Mais là, enfin, c'est sûr et certain, c'est acté. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura forcément une issue. Et comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, moi, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment donné, j'ai porté plainte contre mon agresseur et après avoir porté plainte contre lui, mes émotions sont revenues, ce qui fait que la dissociation a disparu, l'anesthésie émotionnelle, et je pleurais du matin au soir sans raison. Je me réveillais, j'avais envie de pleurer. Je mangeais, j'avais envie de pleurer. Il n'y a que au travail ou quand j'étais concentrée dans mon travail que je pleurais pas. Mais dès lors que j'allais aux toilettes, de nouveau, je pleurais et c'était non-stop. Ça a duré pratiquement 3 mois. Et, euh, et à un moment donné, enfin, heureusement que j'avais beaucoup lu sur les psychotraumatismes. Donc, je savais qu'à ce moment-là, l'anesthésie émotionnelle est en train de se lever. Mais donc, du coup, déjà, en soi, je me disais Alhamdulillah parce que enfin, je me libère de ces émotions. Mais en même temps, bah, pleurer pendant 3 mois, c'est fatigant. C'est fait que ça, j'en ai eu marre. Au début, je voulais absolument, je sais pas, je ressentais le besoin de proximité humaine et je voulais en parler avec quelqu'un et pleurer dans les bras de quelqu'un. Et du coup, ça s'est pas fait. Et après, à la fin, ce que j'ai fait, à un moment donné, j'ai pris mon tapis. En prosternation, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, là, j'en ai marre. Ça fait 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans que je suis dans cette situation. Cette souffrance, j'ai envie qu'elle s'arrête. Et là, j'en peux plus, en fait. J'ai supporté, j'ai porté, enfin, tout ce fardeau, je l'ai eu sur mes épaules. Là, je pense que j'arrive au summum de mes limites et s'il te plaît, mets fin à tout ça. Et subhanallah, juste quelques jours après, enfin, les larmes avaient arrêté de couler et elles avaient arrêté de couler, mais c'est la tristesse en fait qui s'est passée avec. Et ce qui est magnifique, c'est que comme je disais tout à l'heure, en fait, si tu veux, l'anesthésie émotionnelle, elle bloque toutes les émotions. Et là, le fait d'avoir autorisé la tristesse à s'évacuer, après, du coup, ça laisse la place à d'autres émotions plus positives. Et dans les jours qui ont suivi, en fait, je me suis sentie tellement heureuse, mais un sentiment de bonheur que j'avais jamais ressenti. Et toutes les petites choses, genre du quotidien qui peuvent nous paraître banales, eh ben, un rien, ça me faisait sourire et ça me rendait heureuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je lis ce verset-là, je trouve que ça résonne tellement avec ce que j'ai traversé, le fait d'être passé par ces moments de douleur, de souffrance, de tristesse, etc. Et que tout ça, ça peut être remplacé par un sentiment de légèreté, d'apaisement, etc. Enfin voilà, on sent que, enfin, en tout cas, moi, cette sourate, ça m'a été très bénéfique et je la conseille, elle est vraiment très courte et je trouve elle est vraiment magnifique. Il y a aussi le verset qui dit de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah ça me parle énormément parce que du coup, bah, ça nous fait garder espoir continuellement. Et il y a un dernier verset qui me parle beaucoup et qui, je pense, peut parler à beaucoup de personnes, c'est dans la sourate Al-Baqarah, mais je ne sais plus exactement et quel verset, c'est vers la fin. Et le verset il dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de ceux qui m'appellent quand ils m'appellent. Et je trouve ça beau parce que lorsque on a étudié ce verset-là en cours, nos profs nous disaient que dans d'autres versets, par exemple, il y avait toujours le verbe dire entre une demande qui avait été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et la réponse de Dieu. Et là, en fait, le verbe dire, il est enlevé parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous et Dieu répond à l'appel vraiment de son serviteur de manière directe. Et du coup, ça, enfin, j'ai envie de dire aux gens de s'en rappeler et de s'en saisir et de lui parler enfin, dans leur prosternation, mais vraiment, des fois, je raconte ma vie à Dieu et parce que du coup, ça me fait du bien. Et clairement, j'avais tout le monde à prendre son tapis, à se prosterner, puis elle lui racontait, racontez-lui toutes vos souffrances, toutes vos joies, etc. Et déjà, je pense que ça permet une plus grande proximité avec lui. Et aussi, bah, il répond à nos invocations et puis il est celui qui peut mettre fin à tout ça. Donc,
faut clairement pas se priver de cette rahma. Allah Akbar. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Euh, Avec plaisir. Écoute, Assia, on a fait le tour des questions, des grosses questions que je voulais te poser. Oui. Si les personnes sont désireuses, ça c'est notre question d'une auditrice, si des personnes sont Mm. désireuses de contribuer à cette cause, elles veulent aider, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Bah, peuvent m'envoyer un mail sur mon adresse mail qui est du coup dédiée à tout ça. Donc, les mots pour vous le dire, arobase gmail.com. Et après, selon où se trouvent les personnes, comment dire, il y a des personnes qui peuvent aider en termes de temps, d'autres en termes d'argent, etc. Bah, l'air de rien, ce que je dis, c'est que les dons pour des associations qui aident les femmes à se reconstruire, c'est clairement pas négligeable. Parce que bah, une séance chez le psy qui coûte 60 euros et quand on a pour tu vas une fois toutes les semaines et pendant des années, bah, ça revient vite très cher et malheureusement, ça peut vite devenir un frein pour des personnes qui en ont besoin. Donc, ça peut être une aide aussi de soutenir les associations qui œuvrent en ce sens-là. Moi, j'ai, Inch'Allah, continuer le plus possible les actions en ce sens. Donc, s'il y a des personnes qui veulent y contribuer, bah, avec grand plaisir. Et elles peuvent me contacter via cette adresse mail-là. Et enfin voilà, en fait, tout est en construction dans le sens où je fais aussi avec les gens, avec les demandes. Et ce que je me rends compte, c'est que bah, c'est surtout un grand besoin d'information à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça, tout à l'heure, quand je parlais des ressources littéraires, livresques, etc., je trouve que c'est un moyen aussi de vulgariser, de sensibiliser le plus grand nombre. Et, euh, et voilà, enfin, tout est à construire. Et du coup, clairement, s'il y a des gens qui veulent y participer, bah, bismillah, hein. Franchement, il y a besoin et c'est tellement utile que ce sera avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit Super. mail. Je mettrai ça en description, super. Est-ce que tu as des recommandations de livres? Tu en as déjà cité quelques-uns. Tu as ton livre déjà? Tu peux me donner le nom de ton livre? Oui, moi, c'est Réapprendre à vivre. C'est un livre que j'ai auto-édité, qu'on peut retrouver sur la plateforme lulu.com. Mais sur Internet, Réapprendre à vivre et mon nom, on va le retrouver. Ensuite, enfin, ça va dépendre à quel niveau. Un livre que je trouve essentiel, mais qui est aussi dur à lire, parce qu'en fait, il te met face à la réalité telle qu'elle et ça fait mal. C'est le livre noir des violences sexuelles de Muriel Salmona, que j'ai déjà cité un milliard de fois. Mais après, il y a son site également qui est vraiment très complet à ce niveau-là et où il y a énormément de ressources sur enfin, la description des types de violences, des psychotraumatismes, que faire lorsqu'on est victime de violence, que faire lorsque quelqu'un nous dit qu'elle est victime de violence, etc. Donc, il y a son site qui est vraiment une mine d'or. Du coup, le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Les petits musulmans aussi se posent des questions sur leur sexualité. Mhm. Qu'est-ce que j'ai d'autre en termes de livres? Donc, je regarde ma bibliothèque en même temps. Euh, Cela, déjà, c'est pas mal pour ceux que j'ai lus. Euh, Ou bien est-ce qu'il y a des, je sais pas, des sites internet, des références, enfin des numéros à appeler, je sais pas. les sites internet, bah, déjà, mémoiretraumatique.org, pour moi, c'est vraiment Mhm. enfin, la base. Après, moi, il y a des assos que je conseille. Bah déjà, l'association La Lab, je la reconseille. Enfin, je la conseille. Là, depuis cette année, on a mis en place parce que du coup, je suis bénévole là-bas. Il y a un programme qui existe, le programme Santé, Sexualité et Spiritualité, qui nous aide en fait à nous réapproprier nos savoirs sur nos corps, notre santé, etc. Et on n'est pas axé que sur les violences sexuelles, mais en tout cas, ça permet à la fois de se réconcilier avec son corps, parce que il y a deux types de violences qu'on subit, enfin, avec le sexisme, etc., les injonctions qu'on a par rapport à notre corps et qui ont aussi un impact sur notre santé mentale. Et enfin, voilà, il y a tout ça qui sont, qui, qui, tous ces points-là qui sont traités à travers ce programme. C'est un programme qui se fait sur un 10 mois à raison d'un week-end par mois. Et là, c'est la première édition qui a été lancée cette année. Et en plus, à des tarifs abordables, c'est 50 € pour l'ensemble de la formation.
Et c'est vraiment enfin, exceptionnel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est entre femmes musulmanes. Et donc, du coup, ben, si les auditeurs et auditrices sont des personnes musulmanes, peut-être qu'elles se reconnaîtront peut-être plus dans ce type de programme avec des personnes avec qui, vu qu'on partage la même religion, la même culture, deux fois, c'est peut-être aussi plus facile. Sinon, il y a la Maison des femmes à Saint-Denis que je reconseille aussi, qui m'a beaucoup aidé moi, enfin, à guérir. Donc là-bas, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit. Je reformule, c'est pas gratuit. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'avance de frais. Et, mais par contre, le X, c'est que les délais d'attente sont extrêmement longs. Je sais qu'ils sont en train d'essayer de développer d'autres structures sur la France, mais c'est compliqué parce que l'argent, c'est toujours ce qui fait défaut. En termes de structure, enfin, en tout cas, ce sont les deux que j'ai essayé et que je recommande vivement. Après, il y a le site Collectif français contre le viol qui propose pas mal de ressources, mais là, c'est plutôt sous un angle juridique. Et puis, je vais finir par faire de la pub pour mon site, même s'il y a encore plein de choses à ajouter en termes de contenu. Engagé contre le viol, où j'essaie de partager le plus enfin, des ressources pour essayer de vulgariser un peu tout ce que je raconte. Voilà. Bien. Bah, écoute, Asia, merci beaucoup pour toutes ces références. J'ai noté. Et j'ajouterai tout ça en description, Inch'Allah. Je te C'est parfait. remercie beaucoup pour ton temps, pour ton partage. Il y a beaucoup d'apprentissage dans ce que tu nous as décrit aujourd'hui. Et Voilà. j'espère vraiment en tout cas que ça peut en aider quelques-uns. Oui. Enfin, à tous les niveaux, que ce soit dans nos relations avec nos proches, avec les gens, avec nos enfants, ou bien comment réagir si on a été victime ou si on connaît quelqu'un qui a été victime. Euh, Oui. il y en a pour tout le monde. Et en tout cas, j'espère vraiment que ton asso, enfin, tes projets à ce sujet-là vont bien se développer pour aider un maximum de personnes, Inch'Allah. Et je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, c'est très gentil et merci à toi en fait de m'avoir donné l'opportunité de raconter tout ça parce que c'est simple, hein, enfin, c'est aussi une vitrine et ça me permet aussi de partager moi, tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. Donc déjà, merci pour ton intérêt pour la question, d'avoir aussi permis ça. Et voilà, si en plus ça a été utile, enfin, je suis d'autant plus contente. Et voilà, comme tu le dis, j'espère que ça va éveiller des consciences et surtout que ça va aussi enfin, nous aider à réfléchir que ce soit dans le rapport avec nos enfants, avec nos parents, etc. Et j'espère qu'à terme, il n'existera plus de situations où des victimes ne puissent pas en parler dans leur référent familial, en tout cas leur cercle proche. Et j'étais très contente en tout cas de partager ça ce matin et qu'Allah te récompense de m'avoir donné cette opportunité. Amin, toi aussi. À bientôt, Asia. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.